Nous reprenons le cours de ces journées célébrant 50 ans d'art contemporain à Lyon pour une table ronde intitulée Quel enseignement de l'art contemporain à Lyon. Je me suis pas présenté ce matin. Je suis Morgane Labarre, directeur de l'école. Je suis moi-même historien d'art. Et nous allons avoir une table ronde en 3 moments. Alors je précise qu'on va échanger d'enseignement supérieur. Il y aurait d'autres modalités de l'enseignement ou de la transmission de l'art contemporain. Cette table ronde se concentre sur l'enseignement supérieur. Dans un premier moment, on parlera de l'université Lyon 2 sur un temps plus long. Ensuite, une institution beaucoup plus récente à Lyon, qui est l'École normale supérieure de Lyon, et des projets de recherche-création qui y sont déployés depuis une quinzaine d'années. Et enfin, un temps d'échange et de discussion sur l'évolution de l'enseignement à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon sur les 30 à 40 dernières années. Je vais présenter tout de suite nos 5 participantes. Donc la première partie sur l'enseignement de l'histoire de l'art à l'université de l'histoire de l'art contemporain. Nous aurons le plaisir d'entendre Damien Delille. Damien Delille est maître de conférences en histoire de l'art contemporain à l'université Lumière Lyon 2, rattaché au LARA, qu'on a mentionné ce matin. Damien Delille a rejoint tout récemment l'Institut national d'histoire de l'art comme conseiller scientifique sur un projet de recherche consacré, je vous donne le titre du projet, aux objets minoritaires, artefacts, images et performances des minorités sexuelles et de genre. Et de manière générale, ces travaux de recherche portent sur les cultures visuelles et matérielles des arts et de la mode vestimentaire au passage 19e-20e siècle. Ensuite, sur l'École normale supérieure de Lyon et les projets de recherche-création, nous entendrons David Gauthier, qui est responsable de la recherche-création à l'École normale supérieure de Lyon, et également chercheur associé au Centre d'études et de recherche comparée sur la création. David Gauthier mène un travail de réflexion sur les relations qu'entretiennent l'image et l'écriture, et il est notamment l'initiateur du parcours recherche-création, écriture et photographie en 2005, donc ça fait 20 ans en fait. Entre l'École nationale supérieure de la photographie à Arles, l'ENSP, et l'ENS de Lyon, et également l'initiateur d'un parcours sur les pratiques curatoriales à l'ENS de Lyon. Géraldine Koziak est artiste. Elle a fait ses études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, où elle enseigne aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, après avoir enseigné à la classe préparatoire. La pratique artistique de Géraldine Koziak se déploie dans une diversité de supports, attrait à la narration, aux histoires. Elle conjugue donc écriture, photographie, dessin, avec un intérêt appuyé pour, je la cite, ce qui ne se remarque pas, qui n'a pas d'importance. Et Géraldine a également été pensionnaire dans 2 de nos illustres villas à l'étranger, la villa Kujuyama et la villa Médicis. Yves Robert, illustre prédécesseur à la direction de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Yves Robert a dirigé plusieurs écoles d'art, pas seulement celle de Lyon, Valence, Nice, Toulouse. Il a particulièrement œuvré à la transformation de cette école, on en parlera, et notamment au positionnement qu'elle occupe aujourd'hui. Auparavant, Yves Robert a été formé aux pratiques curatoriales à l'école du magasin à Grenoble, dans la toute première promotion de l'école du magasin. Il a été administrateur du Centre national d'art contemporain de Grenoble, secrétaire général du Nouveau Musée à Villeurbanne, directeur artistique au Château des Adhémar à Montélimar et dirigé le Centre national des arts plastiques entre 2014 et 2019. Et enfin, Aurélie Pétrel, artiste également, photographe-auteur, maître d'enseignement, on ne dit pas maîtresse, on dit maître d'enseignement. On choisit. Maître d'enseignement à la Haute École d'Art et de Design de Genève, à la HED, après avoir été
toi aussi étudiante à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, avoir enseigné brièvement à la classe préparatoire de l'ENSBA Lyon. Et aujourd'hui, tu développes depuis 20 ans une pratique entre art visuel et photographie contemporaine en marge des catégories établies. Je suis vraiment ravi de vous avoir tous les 5 autour de la table. Donc, comme je vous l'ai dit, on va le faire en 3 moments et on commence tout de suite en remontant au-delà de 1976 dans les années 30 avec Damien Delille. Et même à toi le micro. Merci Morgane, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Et bonjour, je suis ravi de participer à cette table ronde, à l'ensemble de ces rencontres d'aujourd'hui, qui témoignent vraiment de la vitalité, s'il fallait encore le montrer, de la scène artistique lyonnaise. Je suis ravi d'être là donc au titre de cette charge de maîtrise de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université Lyon 2. Et effectivement, lorsque j'ai échangé avec toi, Morgane, pour la préparation de cette table ronde, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu ou très peu eu malheureusement de rapport entre l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon et le département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Lyon 2, où donc j'y ai enseigné 8 ans à partir de 2016 et que j'ai dirigé le département pendant 3 ans. Il faut dire que l'histoire de l'art contemporain à Lyon 2, donc appellation au contour assez fluctuant, les périodes contemporaines en histoire de l'art, c'est du 19e au 21e siècle, même si on le voit ici, bien sûr, l'art contemporain, c'est surtout les 50 dernières années. Cette histoire de l'art contemporain a été, il faut dire, occupée par une collègue qui m'a interdit d'enseigner l'histoire de cette période d'après-guerre, puisque seule elle pouvait s'en occuper. Car au fond, il faut le dire, tout est toujours une histoire de défense du territoire, de son territoire, vous le voyez ici, et celui qui m'occupe justement, c'est le territoire lyonnais. Je souhaiterais donc élargir en quelque sorte la chronologie à l'ensemble du XXe siècle, et ce qui m'intéressait, c'était justement de voir la définition même de l'histoire de l'art à l'université, à partir justement de la fondation même de la discipline de l'histoire de l'art en France. Il faut en effet remonter, il faut en effet remonter donc en fait au tout début du XXe siècle. Je vais vous faire une petite chronologie assez rapide pour remonter en fait à 1899. C'est la date de création de la première chaire d'histoire de l'art à la Sorbonne par un certain Henri Lemonnier. Et je voudrais évoquer avec vous 2 autres personnalités importantes qui vont être les élèves de Lemonnier, un certain Henri Berthaud et un autre Henri Faucillon. Berthaud, lui, devient le premier maître de conférence, puis professeur d'histoire de l'art moderne. Et quand on parle d'histoire de l'art moderne, c'est plutôt de la Renaissance au XVIIIe siècle, à la faculté des lettres de l'Université de Lyon, et on est en 1902. En fait, Lyon est une toute première université à accueillir une chaire d'histoire de l'art moderne et à enseigner l'histoire de l'art moderne à l'université. Berthaud donc soutient sa thèse de doctorat avec Lemonnier à la Sorbonne en 1903 sur l'art dans l'Italie méridionale de la fin de l'Empire romain à la conquête de Charles d'Anjou. Je vous cite un petit peu le travail de l'époque, mais surtout à sa mort en 1917, la marquise Arconati Visconti, importante mécène, qui est à l'origine justement de l'Institut d'art et d'archéologie de la Sorbonne, va en fait faire le don de la bibliothèque de Émile Berthaud à la faculté des lettres de Lyon. J'évoquais ça parce que ça va être très, très important pour la suite. Quant à Henri Faucillon, éminent historien de l'art, qui suit les cours aussi de Lemonnier à la Sorbonne, il va occuper à la suite de Berthaud, donc à partir de 1917, ce fameux poste d'histoire de l'art moderne à l'Université de Lyon, aussi à l'école des Beaux-Arts de Lyon, et il va être nommé dès 1913 directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon, poste qu'il occupera jusqu'en 1924. Faucillon, à l'époque, il va publier énormément d'articles pour défendre en fait l'enseignement de l'histoire de l'art à l'université. Il va défendre précisément une histoire de l'art au contact des objets, en particulier des objets qu'il a sous les yeux, des objets du musée des Beaux-Arts, et surtout donc au contact de ce qu'il appelle les techniciens, pour parler précisément de celles et ceux qui travaillent dans les ateliers
alors on pourrait appeler artiste, mais aussi artisan, producteur, et divers autres, qui va justement l'intéresser dans un contexte plus local pour, dit-il, faire connaître l'art du passé local. Donc un lien très fort, vous voyez dès le début, entre enseignement et conservation dans les musées. Définir l'histoire de l'art contemporain revient ainsi à créer des ressources auprès des étudiants pour faire de la recherche, mais pour aussi associer donc université et musée. Défendre son territoire, c'est aussi donc faire résonner l'histoire avec le contemporain. Suite à Faucillon, un certain Léon Rosenthal va précisément occuper cette fameuse chaire en 1924, toujours à l'université, et va en même temps diriger aussi le musée des Beaux-Arts de Lyon. Sa thèse, dirigée toujours par Lemonnier, porte sur la peinture romantique. Donc on voit progressivement apparaître des sujets d'histoire dit contemporain du 19e siècle dans les enseignements à Lyon. Il faut dire aussi que Lemonnier avait un engagement politique à gauche très fort qui l'engage précisément à défendre l'enseignement de l'histoire de l'art à l'école, dans différents contextes, pas uniquement à l'université, auprès d'un plus grand nombre, d'un plus grand public, et il considère précisément que la pédagogie du patrimoine doit être une valeur importante à l'époque, dans un contexte particulier, une valeur patriotique. On est vraiment dans ce contexte de l'entre-deux-guerres. À la mort de Rosenthal en 1932, René Julian prend sa suite. On est en 1933. Il occupe là aussi le poste à l'université et la direction du musée des Beaux-Arts de Lyon. Il faut le rappeler, à l'époque aussi, un point important, c'est que ces enseignants à l'université, comme justement René Julian, vont défendre le patrimoine local, et en particulier la défense de quartiers historiques de Lyon, comme le quartier Saint-Jean-Saint-Paul, menacé de destruction, et qui va être le premier secteur sauvegardé de France avec la loi Malraux. René Julian va être un des grands, justement, défenseurs de ce patrimoine local. Défendre donc son territoire, c'est aussi le consolider par la recherche scientifique. Et après le départ de Julian en 1962, Daniel Ternois va prendre sa suite en inscrivant à la fois son travail et sa pédagogie dans la lignée de ces historiens de l'art, mais surtout en quelque sorte professionnalisant le travail à l'université. Il va notamment inscrire justement les activités au sein même de la recherche scientifique en train de se faire, en associant les activités de recherche de Lyon 2 à une équipe de recherche associée au CNRS, la fameuse équipe ERA 445, que j'ai apprise quand j'ai préparé cette présentation. Et il faut dire qu'à partir donc de 1974, il va créer et animer la revue donc des travaux de l'Institut d'histoire de l'art de Lyon. C'est cette revue donc qui va durer pendant une vingtaine d'années, entre 1974 et 1994, et qui va présenter justement un certain nombre de travaux, de recherches, d'études, et qui va principalement porter sur l'histoire, l'architecture, le patrimoine local. Et on le voit donc ce fort ancrage de la recherche en histoire de l'art à partir justement d'une défense tout simplement du patrimoine local, mais aussi d'un positionnement sur une histoire de l'art contemporain de plus en plus importante, puisqu'en fait Daniel Ternois va présenter, c'est là que je voulais vous montrer les quelques articles qu'il va publier dans ses revues, de nouveaux enjeux de recherche, en particulier donc le rôle de Lyon dans les échanges artistiques, principalement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc on voit quand même un fort tropisme de l'art moderne qui persiste en fait dans ses recherches, même si peu à peu dans les différents sujets de mémoire et de thèse, on voit apparaître différents types de sujets sur les périodes beaucoup plus contemporains. Donc vous le voyez, Lyon, territoire carrefour des échanges artistiques entre le nord et le sud de l'Europe, donc patrimoine architectural et local qui témoigne justement de ce lieu de passage, va être très important. Et surtout, Daniel Ternois va souligner donc dans ses différents articles l'importance de salles de cours, d'une bibliothèque qui à l'époque est nommée justement la bibliothèque Émile Berthaud, d'une photothèque et d'un musée d'émoulage qui doit servir justement l'enseignement en fait auprès des étudiantes et étudiants. Alors vous le voyez dans une chronologie très élargie, puisque bien entendu le musée d'émoulage va servir à la fois pour les étudiants des études sur la Renaissance, mais surtout sur les périodes plus anciennes de l'Antiquité occidentale comme orientale. Lui-même d'ailleurs dans ses articles se lamente du mauvais traitement réservé aux
plâtre du fameux musée des Moulages, mais il poursuit donc cette défense notamment dans un grand travail de documentation photographique des étudiants de maîtrise qui sont là pour en quelque sorte sauvegarder ce qui peut être sauvegardé à l'époque. On y retrouve donc ces fameux positionnements de maîtrise et de thèse, et puis surtout donc des curiosités que j'ai pu retrouver donc parmi les différents noms. En fait, on voit l'ensemble des futures personnalités importantes dans les différents services lyonnais, aux archives, au patrimoine, dans les musées, qui passent en fait par justement cette formation, et en particulier donc un positionnement de thèse de maîtrise que je ne soupçonnais pas, une mémoire sur Dada, New York, premier mémoire en fait qui véritablement s'ancre sur le contemporain, sur le XXe siècle, sur les arts visuels, par une certaine Eliane Motte-Vauquier. Et donc vous le voyez ici, un des tout premiers mémoires sur le sujet, avec une thématique qui n'est pas du tout ni patrimoniale ni architecturale, et pour le coup donc l'étude d'un mouvement proprement déterritorialisé, comme le mouvement Dada totalement international, qui n'a certainement pas dû être lu par toute la famille. Car finalement, la question qui se pose, c'est quid de l'art contemporain du XXe siècle à Lyon. Il faut s'en remettre donc sur une autre revue, donc j'évoquais les travaux de l'Institut d'histoire de l'art de Lyon, et puis une autre revue intéressante, l'Information d'histoire de l'art, qui consacre un numéro spécial en 1973 à l'histoire de l'art à Lyon, et on voit apparaître justement différents noms importants d'enseignement d'histoire de l'art contemporain, notamment les travaux de Anne-Sophie Clémençon, qui dresse un portrait assez terrible en fait des destructions et des menaces du patrimoine local, et surtout d'une défense des patrimoines du 19e et du 20e siècle, en particulier dans le contexte de réorganisation urbanistique de la Pardieu. Il y a tout un article assez conséquent sur le sujet, et notamment la sauvegarde des corps et d'architecture 19e, 20e siècle du quartier Saxe-Préfecture. Ou encore différentes évocations de l'enseignement, principalement par les professionnels justement de l'art contemporain, et deux lieux sont importants pour justement enseigner l'histoire de l'art contemporain, Saint-Étienne et Grenoble. Lyon n'est absolument pas évoqué. On voit que dans ce début des années 70, il n'y a pas véritablement de structure qui permettrait de pouvoir enseigner l'histoire de l'art contemporain à Lyon. Et seul existe donc, avec un article justement consacré à cela, l'enseignement de l'art contemporain, l'architecture et l'urbanisme par Georgette Dargent, qui va notamment évoquer la richesse du patrimoine local de Tony Garnier. Donc défendre son territoire, c'est, vous le voyez, le sauvegarder tout en le faisant évoluer. Après le départ de Daniel Ternois en 1986, il y aura d'autres enseignants, d'autres historiens de l'art qui vont se succéder. Je voudrais évoquer en particulier Dominique Bertin, qui était une grande figure locale qui va défendre le patrimoine local et en particulier le patrimoine industriel de la destruction, grande justement ardente défenseuse de ce patrimoine et surtout de sa sauvegarde, et dont je prendrai en quelque sorte la succession à son poste en 2016. Et puis je pense tout naturellement à Laurent Baridon, que j'inscris donc dans cette histoire, vous le voyez, de Faucillon à Baridon, aujourd'hui, avec notamment, bien entendu, le rôle qu'il a comme président de l'Institut Tony Garnier, et puis surtout donc, et je dois l'évoquer, une sorte de reterritorialisation de l'histoire de l'art à l'échelle mondiale, avec l'importance, le rôle fondamental du CIHA, où pendant 10 jours, plus de 2000 historiennes de l'art du monde entier, plus de 30 pays sont venus à Lyon pour justement pouvoir faire vivre la discipline de l'histoire de l'art et bien entendu dispenser pour les futures générations cet enseignement. Avec Sophie Rowe, notre collègue au LARA, mais aussi nos collègues France Nerlich et Judith Kagan à l'INHA et au ministère de la Culture, Laurent donc a permis aussi que soit développée justement cette défense de territoire disciplinaire de l'art à ses frontières. Je terminerai avec ma modeste contribution à ce paysage rapide de l'histoire de l'art contemporain à l'Université Lyon 2, où vous le voyez, se trame à la fois pédagogie, recherche, en lien direct avec les institutions artistiques locales, et le projet pédagogique que j'ai mené pendant 2 ans, entre 2022 et 2024, sur les matrimoines au musée, avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée d'art contemporain de Lyon et le musée des tissus de Lyon. Magnifique moment, en tout cas, de pouvoir véritablement valoriser ces fonds, et vous l'avez compris, à partir justement de l'identification et de l'étude des artistes femmes de ces collections de musées, des femmes souvent oubliées, silenciées ou invisibilisées, et qui ont permis justement le temps de ces moments pédagogiques de pouvoir à la fois les identifier,
faire un travail d'étude et surtout les valoriser à travers différents types de séquences, de médiation, de valorisation dans les espaces d'exposition. Une manière aussi, vous l'avez compris, de rappeler que la défense des territoires, tant géographiques que disciplinaires, doit passer outre certaines interdictions. Voilà. Merci. Merci beaucoup Damien pour cette traversée dans le siècle et cette démonstration qu'on peut enseigner l'art contemporain et on peut aussi enseigner l'art de manière contemporaine et ça fait tout autant partie de nos objets de travail aujourd'hui. Merci beaucoup. On enchaîne avec David Gauthier. Bonjour. Donc ce sera beaucoup plus décousu que Damien, voilà. Peut-être à l'image de la recherche-création. Voilà. Donc, parce que, vous savez, c'est une école qui forme à l'agrégation. C'est pas une école d'art, hein, l'ENS de Lyon. Donc, faire entrer l'art contemporain dans ce type d'institution n'est pas chose évidente au départ. Donc, peut-être c'est grâce à la délocalisation de l'ENS qui était à Fontenay-aux-Roses et à Saint-Cloud, en arrivant en 2000 à Lyon, que peut-être les choses ont pu se bouger. Et avant de commencer un peu ces 3 items, je voudrais dire, quand je vois Yves Robert, Aurélie Pétrel et d'autres personnes, Françoise Lenardoni, que c'était aussi un moment dans les années 2000 où il y avait une ouverture de différentes institutions et c'était plutôt intéressant. Ce matin, on a cité Gilles Casparina. Gilles Casparina est une étudiante de l'école en lettres modernes. Et en 2002, ça faisait 2 ans qu'on est arrivé à Lyon. Je suis désolé, je déprogramme un peu mon organe, voilà. Mais comme j'ai entendu son nom ce matin, on avait initié avec Yves Robert, qui ouvrait l'école des Beaux-Arts aussi, avec des institutions comme une école généraliste, comme l'ENS de Lyon. On avait un gros projet qui s'appelait Itinéraire, avec des étudiants comme Thomas Bréchet, Marie-Claude Jeune doit s'en rappeler. On avait voulu acheter la sculpture qui était dans le campus de l'école de Thomas et d'autres, ou Thierry Boutonnier, qui était encore jeune étudiant à l'école. Et en même temps, on avait Gilles Casparina, donc vous savez son parcours maintenant, qui finit dans la même école qu'Aurélie Pétrel en ce moment. Mais il y avait aussi Marc Audy, qui est au Musée d'art contemporain de Barcelone maintenant, et puis Marion Nakache. Et j'ai appris ce midi que Yves Robert est président du FID, et Marion Nakache est réalisatrice de films underground, et son film a eu un prix au FID. Mais c'était sous le temps de Jean-Pierre Rem, hein, voilà. Donc c'était déjà un certain temps. Voilà. Donc c'était aussi pour la petite histoire de l'entrée de l'art contemporain dans l'école, et les choses se sont un peu formalisées. Et je vois Nathalie Arginaud, et c'est vrai que, par exemple, le premier item, c'est l'unité d'enseignement art 3306, donc vous voyez bien le formalisme, l'enseignement classique, il faut donner un volume horaire, etc. Et donc, on a pu, Nathalie Arginaud a proposé qu'on fasse un partenariat où elle a proposé aussi tous les corps de métier. On a cité Jeanne Rivoire ce matin, qui est encore dans la salle, et tous les corps de métier participent à cette unité d'enseignement. Et donc, on alterne la théorie et la pratique. Et ce qui est intéressant à travers cette UE, c'est donc c'est bien sûr pour vous savez, le plan Tascalang, ça a été de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc, à un moment, les classes préparatoires ont préparé aussi à des disciplines artistiques. Donc, à un moment, il y a le diplôme d'entrée. Voilà. Donc, on a histoire de l'art, on a musicologie, on a études théâtrales, et j'en oublie sans doute, études cinéma, pardon, par rapport à mes collègues. Donc, c'est aussi par rapport aux enseignements artistiques de l'école, c'est aussi, bon, bien sûr, prioritairement pour les historiens de l'art, mais aussi de manière interdisciplinaire. Donc, il y a aussi, cette année, par exemple, on a une franco-ukrainienne qui est en russe, on a, oui, c'est assez, ou une historienne libanaise, voilà, et ils définissent un propos générationnel, parce que cette pratique curatoriale, c'est vraiment, c'est les balbutiements du curating, on va dire, mais d'un propos pour les pairs qui doit se décliner, on a entendu la médiation ce matin, au grand public aussi, d'où un livret de visite, etc. Et on a la chance de bénéficier de la collection du Fonds régional d'art contemporain, Rhône-Alpes, et donc pour puiser dans ces 2000 œuvres,
pour porter ce propos. Et donc, on peut revenir un peu sur... Parce que les nôtres ne sont pas habitués à cette plasticité de la pensée. Parce que là, c'est vraiment l'œuvre qui va porter le propos et ce dialogue, cette interaction entre les œuvres qu'on choisit. Et en même temps, alors Isabelle Reher prend la suite, mais il y avait aussi un état d'esprit qu'on a créé avec l'équipe de l'IAC, c'est le respect de l'intention de l'artiste, de l'œuvre. Apprendre déjà à choisir des œuvres et ne pas trop extrapoler, surinterpréter l'œuvre, etc., mais rester sur le choix de l'œuvre, voilà, et faire dialoguer ces œuvres entre elles pour tenir le propos. Donc, vous voyez, cette année, par exemple, si j'ai dit qu'il y en avait une franco-ukrainienne ou une libanaise, c'est qu'ils ont choisi la fuite par rapport à notre environnement anxiogène. Et la fuite, pour eux, c'est pas forcément une lâcheté. Ça peut être un principe de survie et une résistance. Donc, ils ont essayé de porter ce discours avec... oui, je veux bien, voilà. Je sais pas si ça... Voilà. Donc, voilà, c'est le carton d'invitation de l'édition actuelle. On ouvre l'exposition jeudi soir à 18h. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez voir comment on peut porter la fuite à travers des œuvres qui vont de, vous voyez, Sylvie Maurice, qui est une ancienne, alors c'était vraiment il y a longtemps, ancienne étudiante, ancienne diplômée de l'école des Beaux-Arts. Voilà, une œuvre de 1980, une sorte de danse macabre. Là, c'est un détail des oiseaux, mais c'est une danse macabre avec les oiseaux. Voilà. Mais jusqu'à Bertie Bach, avec cette formidable vidéo de ces nonnes au couvent et qui doivent aller au 4e étage quand elles peuvent plus, elles approchent de la mort, etc. Voilà. Mais je vous raconte pas leurs propos. Voilà. Vous découvrirez ce propos si vous venez. Après, ce qui est bien, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment apprendre tous les rudiments de la pratique curatoriale. Donc déjà, essayer de trouver la porosité entre commissaire d'exposition et curateur. Donc il y a toute cette théorie avec Hans Ulbricht, pas mal de lectures aussi pour nourrir. Parce que voilà, on peut penser à tout take care. Hein, souvent, on parle du soin pour le curating. Voilà, donc prendre soin des artistes. C'est pour ça que je vous disais par rapport à l'intention. Et jusqu'aux médiations, donc ils sont invités, même forcés, on va dire entre guillemets, mais je vois d'anciens étudiants de différents parcours qui sont là dans l'amphi. Ils sont forcés à faire des médiations pour voir si leur propos tient la route dans l'espace, en fonction des visiteurs. Parce que voilà, pour voir si leur propos décliné visuellement est perceptible par le plus petit commun, voilà, par le grand public. Voilà. Donc ça, c'est déjà... Alors, on est content, on va fêter les 15 ans. Vous voyez, ils ont créé un petit logo. Ça, c'est l'équipe de l'IAC. Voilà. Donc, on va fêter les 15 ans cette année. Je regarde le temps. 1 minute. Ah, vous voyez, donc j'aurais pas parlé de recherche-création, c'est formidable. Mais non, mais c'est bien. Si. Donc, juste rapidement, alors sans lire de notes ou voilà, vous voyez, je suis dans une école de mots. Hein, on met moins d'images que de mots, donc voilà. Et non, sur la recherche-création, vous savez, c'est un concept canadien, la recherche-création. Il y a une définition formelle, l'intermédialité, etc. Par exemple, je vous lis juste la définition générale du Conseil de recherche du Canada. Et après, je passe sur ce qu'on a créé en 2005. Donc, la recherche-création est une tendance en émergence dans le milieu de la recherche universitaire qui lie les pratiques artistiques et les sciences de l'art aux sciences interprétatives. Et eux, ils utilisent et aux sciences pures. Vous savez, ce mot est connoté ici, donc on n'utilisera pas pur. Afin de générer de nouveaux savoirs à travers des pratiques sociales, matérielles et performatifs. Donc en France, il n'y a pas de définition. Chaque établissement fait sa définition, à part dans les doctorats, mais nous n'avons pas de doctorat à l'ENS de Lyon. Et nous faisons plutôt une mise à l'étrier en recherche-création. Après, ils peuvent aller à Artec, à Paris 8, etc. Mais donc, pour revenir, ce qu'on a lancé en 2005, qui s'appelait création critique, parce que recherche-création n'existait pas, ce terme, c'est depuis une décennie. On avait lancé la création critique avec Patrick Talbot, Jean-Marie Delesse, qui est décédé en mars, pape de la littéralité et de Francis Ponge. Hein, il a dirigé à la Pléiade l'œuvre complète de Francis Ponge. Nous avons lancé ce parcours où des étudiants des deux écoles créent ensemble. Co-créent ensemble. Donc, il y a l'hybridation, il y a, voilà. Alors, bien sûr, ils sont dans une école de photographie. Alors, du côté de la photographie, ça a changé. On a eu Christian Milovanov, Jean-Luc Amand-Fournier, Christian Gattinoni, Nicolas Giraud, Paul Pouvreau, Muriel Tout-le-Monde,
Et là, depuis maintenant presque 11 ans, et Aurélie le connaît bien, c'est Fabien Vallos avec qui on travaille. Voilà, un théoricien et aussi les éditeurs des éditions Mix. Voilà. Voilà. Donc l'idée, c'est que voilà l'idée. Mais en gros, ils ont 2 territoires. Et voilà, ce qui est très bien, c'est que j'avais amené des ouvrages. Je vous les laisse circuler et celui qui le souhaite le garde après l'avoir fait circuler. Voilà. Et comme ça, vous allez découvrir. Ils ont 2 territoires à investir, une mise en page et une mise en espace sur un propos aussi. Voilà. Vous voyez, là c'était intéressant le pliage et il va circuler. On a fait un séjour à Tolède parce qu'on sort des 2 villes, à Lyon, et ils ont compris qu'il y avait un moment, la Covid vient de ça. Vous savez, les 3 religions du livre peuvent vivre pas physiquement. Alors il y a des historiens qui remettent en cause voilà. Et ils ont voulu. Voilà. Merci Morgane parce que c'est vrai que je suis bavard. Pour qu'on puisse enchaîner. Merci beaucoup David pour cette plongée dans ce qu'on peut faire depuis une école qui ne forme pas à la création contemporaine du tout, et comment on peut hybrider les pratiques et rendre peut-être aussi plus contemporain des enseignements par ailleurs, voilà, d'une grande diversité, d'une grande rigueur sur le plan académique. On va poursuivre et on aura un temps dont on va garder 15 minutes d'échange à la fin sur l'histoire de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon, avec les 3 invités qui sont à ma gauche, et commencer. Alors, c'était important d'avoir des artistes présentes à la table ronde. C'est important d'en avoir dans ces journées, évidemment, mais pour parler de l'école, on peut en parler depuis la position de direction, on peut en parler depuis la position d'enseignement. C'est bien aussi d'en parler depuis la position d'étudiant, ou d'ex-étudiante en l'occurrence. Et on commence donc avec Géraldine Koziak. Géraldine, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots de ce qu'a été l'école pour toi, donc au début des années 90? Oui, c'est loin. Je me demandais, quand tu as posé cette question, comment ça avait commencé pour moi. Et en fait, comment on arrive à être étudiante d'une école d'art, il faut revenir au début. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de la campagne. Il n'y a pas que des gens de la ville. Et moi, je viens du Jura, d'un petit village. Et d'un coup, je sais que si je reste là, il se passera rien. Et c'est par souvent des rencontres qui me font aller à l'école des Beaux-Arts de Chalon-sur-Saône, l'école prépa, qui était une prépa, une toute petite école, avec un directeur assez vieux, déjà très très vieux, qui avait dû travailler avec Picasso, quoi. Vraiment le mec qui était très vieux. Et en fait, j'arrive et on a la visite de l'école, parce que je pense que ce qui nous reste en souvenir ou en anecdote, c'est souvent des anecdotes. Et là, il me fait visiter l'école et on est une dizaine à rester là 1 an. Moi, je resterai 2 ans parce que je suis très jeune. Et on arrive à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est une armoire avec quelques livres. Et il nous demande de prendre un livre qui nous intéresse. J'y connais rien, vraiment rien. Et là, je prends un gros livre pour l'impressionner. Et puis, je prends un livre que je pense important. Il y a une colombe qui s'envole. Je me dis, voilà, ça doit être bien, ça doit être ça l'art. Et là, d'un coup, il me prend le livre des mains, il me dit, tu sais ce que c'est? Je dis, c'est une colombe. Lui, il me dit, non, c'est des surréalistes. Alors, d'un coup, il me dit, c'est le mouvement surréaliste. Et il me dit, il y a André Breton, c'est le pape. Donc, en 2 minutes, j'avais compris que l'art, il y avait un mouvement et un pape. Le mouvement est resté dans ma vie avec l'art. Et je pense que les papes commencent à être désacralisés, ce qui est plutôt pas mal. Et donc, ça commence comme ça. Et après, je passe une seule école, parce que d'un coup, j'y vais petit à petit. Donc, je suis d'un village, je vais dans une petite ville, et après, je me dis, je vais dans une plus grande ville. Donc, je choisis Lyon, parce qu'on me dit que Paris, c'est un peu compliqué, c'est dangereux. Donc, je reste, on me dit, Lyon, ça va aller, c'est plus pour toi. Et j'arrive à l'école, et là, on est encore rue Néret, hein, on n'est pas dans ce bâtiment, donc et là, je sens tout de suite une énergie assez jolie, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on n'était pas obligé d'avoir le bac.
Et donc, il y avait plein de gens un peu bizarres, un peu barrés, un peu vieux, jeunes. Enfin, il y avait vraiment plein de gens différents. Et ça, c'était assez chouette aussi dans la manière de voir école, de faire école. Et j'arrive et je me rappelle, là, quand tu posais la question, je me rappelle d'une des premières conférences où il y a Thierry Raspail qui nous explique ce qu'est le MAC. Alors, je me dis, ouais, il y a un gros musée. Et là, à la fin de la conférence, il dit, de toute façon, on viendra pas vous chercher, mais il faudra bouger et aller voir ailleurs. Et peut-être que vous aurez, pas tous, mais peut-être l'occasion d'exposer dans un musée, et dans le musée de Lyon. Donc moi, j'ai suivi, hein, je suis partie, j'ai bougé, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai entendu, j'ai compris qu'il y avait un milieu. Ce milieu-là ne m'a pas forcément intéressée au départ. J'ai été à Paris, on a créé des lieux parce qu'il y avait quand même cette chose aussi à Lyon qui était dynamique. On vous a parlé de la salle de bain, tout ça. On était tous un peu copains, c'était assez sauvage parce qu'on n'avait pas du tout de conscience de ce qu'était l'art contemporain. On n'avait pas encore Pinault, on n'avait pas encore les marchés étaient pas vers nous et on n'était pas formaté, on n'avait pas de direction qui nous suivait, on était très libre en fait, avec des vieux profs qu'on essayait d'éviter, des jeunes qui arrivaient qu'on essayait de s'accrocher au wagon parce qu'ils savaient un peu plus que les autres. On exposait un peu avec les vieux profs, on espérait exposer un peu avec les nouveaux. Il y avait une effervescence comme ça assez jolie. Et je pense que c'est vrai qu'on a peut-être un peu essayé de comprendre ce qui se passait dans la création. Mais il faut penser qu'un artiste, il faut qu'il soit aussi assez libre pour pouvoir construire des choses et penser déjà à la création avant de penser à un milieu. Parce que je pourrais peut-être aussi des fois... on a évidemment la partie théorique qui est très importante et je pense que l'école des Beaux-Arts de Lyon a prouvé on savait en tant qu'artiste, jeune artiste en sortant, parler de notre travail, parler de d'où on venait, ce qu'on voulait faire, parce qu'on a des très bons enseignements aussi théoriques, mais il y avait aussi un côté qui se faisait par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas qu'on nous explique ce qu'était l'art. On était plutôt à vouloir créer quelque chose de différent. Et c'est vrai qu'on avait une grande conscience de l'histoire de l'art, on la connaissait, mais on voulait vraiment s'inscrire aussi dedans, tout en étant un peu très dynamique. Ça va, là C'est très bien. Et peut-être justement réagir à cette question du milieu ou de l'inscription dans un champ professionnel qui est donc dans ce que tu décris, c'était pas présent dans la formation alors non, enfin oui, toi ou Yves ou Aurélie, je pense que là vous pouvez tous les deux avoir à répondre à ça, puisque il y a précisément, c'est peut-être l'un des endroits de transformation entre mille endroits qui était nommé là dans ce que disait Géraldine, c'est-à-dire un inintérêt à ce moment-là pour un champ professionnel et quelque chose de alors sauvage, tu employais, et un moment où ces enjeux-là, on se met à les penser aussi depuis l'école. Sur l'inscription d'une école comme étant dans le champ de l'art, c'était mon souhait, cela faisait aucun doute. C'est-à-dire, j'arrivais d'une école qui était celle de Valence, et j'avais fréquenté, connu d'assez près celle de Grenoble, puisque j'ai travaillé quelque temps au magasin, et la fréquentation à la fois de cette école valentinoise et de l'expérience de Grenoble m'invitait à penser que les écoles d'art étaient des lieux qui étaient complètement inscrits dans la chaîne du champ de l'art. Il y a les écoles, il y a les centres d'art et les FRAC, les musées. Alors quelquefois les musées jouent aux FRAC, quelquefois les FRAC aux musées. Tout ça s'est complexifié, mais toujours est-il que je considérais que l'école était, et que cela allait de soi, un des acteurs du champ de l'art. Et quand je suis arrivé, ce qui m'importait, c'était de revendiquer cette chose-là très vite et de dire, par exemple, la première chose à faire dans une école, c'est y inviter des artistes. Les enseignants sont des artistes, mais parasiter ces permanences par des arrivées ponctuelles, des séjours, le temps d'une exposition dans le hall, rappelez-vous pour ceux qui l'ont connu, le hall qui était l'espace d'entrée obligé de l'ensemble des étudiants, et c'est d'ailleurs le public que je visais, puisque ce matin il y avait un écho où la question des publics, moi le public c'était les étudiants. De dire que chaque fois qu'ils rentrent dans cet établissement, ils voient des œuvres. Et ils voient des œuvres de qui ? D'artistes à l'époque bien peu présents
je regarde Isabelle, maintenant n'était pas responsable, sur la scène institutionnelle lyonnaise, et notamment ceux qui émergeaient. Ils émergeaient d'où? Ils émergeaient beaucoup de l'école de Nantes, beaucoup de la Villa Arson, des gens comme Saad Hanafif, enfin beaucoup d'autres, qui ont fait leurs premières expositions dans ce lieu. Et c'est important pour moi que les étudiants traversent cet espace, travaillent avec les artistes le temps d'un accrochage, et que ceux-ci interviennent évidemment le temps d'un workshop, une conférence. Donc c'était revendiqué l'école comme étant complètement inscrite dans le champ de l'art. Après, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Je souhaitais simplement, puisque nous sommes dans un nouveau bâtiment, saluer quelqu'un qui n'est pas là, qui aurait pu l'être parce qu'il est très curieux, toujours très curieux. Il n'était pas, son visage n'était pas affiché tout à l'heure quand on a parlé d'adjoint. Il s'agit de Patrice Béguin, puisque l'école s'est faite sous le mandat, l'école s'est faite, elle existe depuis 1750, donc elle s'est faite il y a longtemps. Et j'aurais pu dire les contemporaines. Quand j'étais au CNAP, j'avais trouvé un slogan qui était le Centre national des arts plastiques contemporains depuis 1792. On pourrait dire que l'école est contemporaine depuis 1750, pas tout à fait, puisqu'elle est créée par un décret de Napoléon un peu plus tard, en 1802, je crois. Mais tout ça est très bien raconté dans cette histoire. Donc je reviens à ce que je disais. Citer Béguin, c'est important parce que décider du déménagement d'un bâtiment ou d'une structure telle que celle-ci, c'est une décision forte, lourde, et c'est sous le mandat de Colomb que cette chose a été possible, quand bien même, quand j'ai été nommé, j'ai été invité à travailler sur le rapprochement de deux établissements, l'ENBA qui existait rue Néret, et l'école d'art appliqué qui délivrait des cursus courts, et il s'agit de réunir cet ensemble. Et j'ai posé comme condition que nous puissions déménager dans un nouveau site. J'ai mémoire, alors même que Béguin venait d'être élu, d'une visite de plusieurs sites. La ville, elle a oublié que le site qui est sur l'autre colline, où était un hôpital qui s'appelait l'hôpital de l'Anticaille. De visiter l'hôpital de l'Anticaille comme site potentiel, un article sort dans la presse qui rappelle que la ville de Lyon n'est pas du tout propriétaire d'Anticaille, ce sont les HCL. Donc très vite, il s'agit de trouver un autre site. En réalité, ce site avait été réhabilité, première partie du bâtiment, notamment la partie occupée aujourd'hui par l'association des subsistances. Il s'agissait de trouver une seconde affectation à ce bâtiment-là, et je convainc Patrice de dire installons l'école dans ce lieu-là, tout y est possible, rénovons cette école, et c'est grâce à l'intervention de William Vassal, architecte, que nous avons pu réaliser ce que nous souhaitions. Alors ce que nous souhaitions, c'est pour guillemets, parce que c'est un bâtiment très contraint, mais toujours est-il que nous avons été très associés au projet, et nous sommes, et c'est pas le complètement hasardeux, au deuxième étage de ce bâtiment qui en compte 4, c'est dire symboliquement ce que représente la parole, ou les mots, puisque cet amphi est au deuxième étage, et il est au même étage qu'une bibliothèque. Si vous avez l'occasion de la visiter, visitez-la, elle est remarquable. Là aussi, c'est-à-dire l'importance que ces fonds documentaires, très en prise avec l'actualité, pouvaient avoir. On continue après. Non ? On continue après. Alors, moi, je peux rebondir sur les deux interventions parce que je suis arrivée à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Donc, j'ai passé le concours en 2000, ce qui fait que j'ai fait l'ensemble de ma scolarité jusqu'à juin 2007. Et donc, quand je suis arrivée, donc moi aussi, comme toi, Géraldine, je n'ai tenté que le concours des Beaux-Arts de Lyon. Donc, c'était soit les Beaux-Arts de Lyon, soit, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas dans l'art contemporain. Je n'y connaissais rien non plus, mais contrairement à toi, je venais de Lyon. Si j'ai passé le concours des Beaux-Arts de Lyon, c'est parce que j'ai vu une exposition à l'IAC qui m'a complètement emportée. Je n'avais quasiment pas vu d'exposition auparavant. J'avais vu, une exposition avant, c'était la Biennale de Lyon, dans le cadre d'un cours de français. Donc je remercie cette enseignante qui m'avait fait sortir du lycée pour m'emmener voir une exposition. Et même si j'étais lyonnaise, en fait, j'avais besoin d'être déroutée. Et je cherchais en fait quelque chose qui puisse m'emporter. Et je me souviens être venue aux Beaux-Arts de Lyon, donc très probablement en janvier 2000 ou 99, je ne sais pas exactement, dans l'église désaffectée derrière les Beaux-Arts. Et donc là, j'ai vu quelqu'un, donc c'était très silencieux, donc c'était une performance, quelqu'un habillé de manière très spécifique qui, après une demi-heure pour avoir fait quelques mètres, a tiré une flèche. Et là, j'avoue, je savais pas quoi en penser, mais par contre, tout le monde était emporté.
Et moi, j'ai été emportée par cet élan des autres. J'ai essayé de demander des explications. Donc là, personne m'a répondu parce que je ne connaissais personne et c'était pas le moment, a priori. Bref, tout ça pour dire, je rentre aux Beaux-Arts de Lyon, donc un peu perdue, voire très perdue. Je ne connaissais pas l'art contemporain. Je ne savais pas exactement ce que j'y cherchais. Par contre, il y avait une effervescence. Et ça, moi, je l'ai senti dès le mois de septembre, quand on est rentré. On était 80 à peu près, ou 90. Et en fait, du moment où j'ai mis les pieds aux Beaux-Arts, donc il y avait déjà une exposition dans le hall, les choses, ça ne s'est jamais arrêté. Et en fait, c'est, je pense, les déjà 2-3 années de direction, plus ce que vous aviez certainement fait et l'énergie que vous ameniez, qui ont nourri et irrigué des possibles, en fait. Et ensuite, tout le reste, on va en parler, j'imagine. Voilà. Tu veux réagir? Non, vas-y. Si, simplement. Quand Aurélie dit 2-3 années de direction, une école, enfin, c'est une histoire, c'est un objet un peu lourd. Et quand, par exemple, je dis je, vous pouvez entendre nous. Quand je dis nous, on peut entendre je. C'est tout le temps les allers-retours entre des décisions qui sont collectives, des arbitrages qui reviennent quelquefois à un directrice ou un directeur. On est tout le temps dans cette ambition de construire quelque chose qui serait du faire ensemble, sachant que tout le monde n'y prend pas part, mais que par moments, ceux qui n'en sont pas en sont. Et cet aller-retour permanent qui fait qu'à un moment, je pense, la chose peut prendre. Et c'est ce qui était plutôt, en tous les cas, dans mon cas, une chose très appréciée par moi-même, que de tenter ces choses-là. Et alors, est-ce que tu pourrais décrire un peu, mais cette question s'adresse à tous les trois, ce qui précisément est expérimenté et change? Ça, c'est un peu des obsessions d'historien. Qu'est-ce qui, dans l'évolution d'une institution ou d'une formation, à un moment, bascule ou s'amende doucement et met des années à se transformer, etc. Dire, vous l'avez un petit peu dit, sans le dire, avec beaucoup de délicatesse, et c'est tout à votre honneur, mais peut-être je vais reposer la question de manière un peu plus tranchée. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme? À quel moment? Et pour quelles raisons? Entre le moment où, Géraldine, tu sors de l'école, début des années 90, Yves, le moment où tu arrives, fin des années 90, à la direction de l'école, Aurélie, le moment où tu entres comme étudiante, début des années 2000, et puis le moment où après, vous allez revenir comme enseignante dans l'établissement. Parce que j'insiste sur la question, parce que l'école de Lyon a été dans le début des années 2000, une école qui a été regardée par toutes les autres écoles en France comme étant en train de se transformer complètement et d'offrir un nouveau modèle d'organisation et de formation. C'est ce que nous souhaitions. Enfin, je pense que c'est déjà avant tout une question d'époque, mais on voit que Lyon devient aussi assez actif dans le fait que les biennales ont apporté quand même beaucoup de passages, pas dans l'école, mais en tout cas, nous, on a vu beaucoup de choses, parce que le monde entier est passé à la biennale. Des artistes, pour des jeunes étudiants, quand tu es étudiant et que tu vois des mondes s'ouvrir à toi de tous les côtés, c'est vraiment une effervescence dingue. Et on avait quand même ce passage aussi, quand il y a des petits lieux qui sont très actifs, il y avait même la Biennale Off, je crois, à un moment donné. Donc on avait aussi des gens de la région qui étaient actifs en étant un peu à dire toujours on n'est pas à la Biennale, mais on va y être quand même. Donc il y avait aussi une forme de résistance et de il y avait dialogue, et puis il y avait débat aussi autour de l'art. Qu'est-ce qui était l'art contemporain, l'art institutionnel, où les gens étaient contre. Et ils étaient contre parce qu'ils n'étaient pas non plus invités. Hein. Je pense que les 3/4, si vous les aviez invités à la Biennale, serait devenu institutionnel. Mais là, il y avait cette énergie comme ça oui, on est là, quoi. Et c'était aussi vivant à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que nous, en fait, on n'était ni à la Biennale Off, ni à la
biennale. Donc, on était spectateur de ça, mais ça te forme, ça aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu rencontres les gens? On s'aperçoit bien aussi que c'est des rencontres. Quand on est là, moi, je ne parle pas ici. Comme j'ai pas été soutenue par des directeurs dans l'école des Beaux-Arts. Quand Yves est arrivé, par contre, il m'a invité en tant qu'artiste à faire une édition. Il y avait des éditions d'artistes. J'ai travaillé à la prépa, j'ai travaillé aux arts appliqués. Je pense que j'ai travaillé dans tous les endroits où j'ai pu travailler. Et en fait, la relation aussi qu'on crée, moi, je me dis qu'il faut du temps. Pour faire une œuvre, il faut du temps aussi pour se construire, pour dialoguer, pour savoir ce qu'on veut, où on veut aller. Et ça, c'est vrai que des fois, c'est plus compliqué parce qu'on sent que le travail qu'on fait, il n'est pas forcément celui qu'on attend. Il y a des moments, il faut attendre aussi. J'ai l'impression des fois d'être une vieille actrice. Tu sais, il y a un moment donné, toi, tu n'es pas assez jeune, je ne suis pas émergente, mais je ne suis pas encore assez morte. Donc, il y a un moment, tu sais, c'est entre deux. Et là, c'est les moments un peu... Maintenant, ça va mieux. On commence à chercher un peu les vieilles artistes. Mais là, le passage, tu sais, c'est vraiment comme c'est ça. On est dans des formes de... On y va, on attend, on regarde, et puis c'est ça. Mais en tout cas, il y avait une vraie effervescence à ce moment-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y avait une vraie dynamique et à chaque fois qu'il y avait une envie de faire quelque chose, on trouvait les moyens de le faire. Peu importe la taille, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. Enfin, c'est ce qu'on ressentait. Après, il y en avait forcément. Mais par contre, ce qui était sûr, c'est que quand quelque chose était proposé, il y avait des gens qui venaient voir. Nous, on allait voir, les autres allaient voir, et ça faisait comme ça une vraie dynamique avec des échanges, des rencontres et des liens en fait qui pouvaient se construire. Et ça permettait aussi au travail de pouvoir parfois faire des pas de côté, montrer des esquisses ou des choses moins abouties. Et c'était OK. Ça ne remettait pas en question quoi que ce soit, puisqu'il y avait d'autres occasions de pouvoir faire et montrer d'autres choses. Voilà. C'était aussi la volonté que l'école soit très inscrite dans son contexte. C'est-à-dire que vous êtes nombreux dans la salle avec qui l'école a travaillé de façon très, très diverse. Avant rendez-vous, je regarde Nathalie et Isabelle, qui a été, je pense, une somme de beaux projets qui ont permis de donner à voir les travaux d'ex-étudiants de façon importante. Il y a eu des collaborations avec la BF15, tu le rappelais ce matin, mais beaucoup d'autres lieux. Et ça, c'est essentiel que de dire, l'école n'est pas un lieu clos, elle est à la fois un lieu clos, c'est revendiqué, c'est une place de l'art, on s'adresse à des étudiants, non pas qu'ils aient besoin d'être protégés, mais ils ont probablement besoin d'avoir accès à des informations spécifiques, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'apprentissage, la question du savoir-faire est présente, c'est en même temps un lieu dans lequel la théorie est présente plus qu'elle ne l'était avant quelques années auparavant, avec de vrais historiens, enfin simplement un clin d'œil peut-être sur l'histoire de l'évolution des écoles. Il y avait en 73 une réforme, la première réforme, 68, c'était 73, et c'est une réforme qui invite les écoles à la fois à embaucher des artistes et à embaucher des professeurs dits de culture générale. Et il faut attendre le rapport Imbert afin que soient précisées ces notions de culture générale pour que des historiens formés en histoire de l'art et non pas en autre chose soient chargés de cours d'histoire, que des philosophes formés à ce titre puissent enseigner la philosophie et que ce ne soient pas seulement des autoproclamés qui interviennent ça et là dans ce cadre-là. Ça a été une chose importante, en tout cas, à l'École des Beaux-Arts de Lyon, que d'inviter ces personnages dont les noms sont faciles à retrouver, à intervenir. Et ils ont été, je pense, essentiels pour les étudiants présents, de pareille façon quand nous invitions, nous, vous voyez, pas nous, je ou nous, nous invitions des artistes ou des auteurs délibérément singuliers, ou en tous les cas, ils étaient invités à parler depuis une place qui était la leur. Quand j'invite Pierre Alféry à l'école, il est philosophe de formation. Je ne l'invite pas parce qu'il était philosophe, je l'invite parce qu'il est écrivain. Il réfute le nom de poète. Donc, il est réfuté puisqu'il est décédé malheureusement. Pierre était essentiel dans l'école parce qu'à la fois, il parlait depuis sa pratique d'auteur et mécaniquement infusé depuis la formation qu'il était puisqu'il était agrégé de philo. C'est désagrégé. Oui, mais il était agrégé de philo et il jouait sur les bords en se désagrégeant, m'apprend Aurélie. Et c'était ça
à plusieurs titres, je dirais, concernant plusieurs personnes. Ça vaut pour les artistes invités, mais on va pas s'étendre là-dessus. Il y a une chose peut-être qui est pas très intéressante à dire, mais c'est aussi une dizaine d'années durant lesquelles les écoles ont connu de fortes réformes. Aujourd'hui, les écoles délivrent des diplômes qui sont reconnus au grade de master. C'est durant cette dizaine d'années que nous avons mis en œuvre, qu'on a accompagné, subi, désiré, poursuivre, enfin bref, s'intégrer dans le cadre du LMD. Ça a été des chantiers, je vois Alain qui dirigeait une école également, lourds pour nos établissements, parce qu'on n'était pas outillés à cette chose-là, parce que les enseignants étaient invités à préciser quelle était la nature de l'enseignement, et ce qui était la transmission orale est devenue une transmission plus écrite, la nécessité d'aller au-delà de « je fais ci, je fais ça ». La pratique d'atelier elle-même était pour partie contestée, en partie nécessaire, et les enseignants ont dû préciser ce qu'ils faisaient. Les étudiants ont été associés plus qu'ils ne l'étaient, puisqu'ils étaient très peu aux structures pas de direction, en tous les cas de décision. Je veux parler des conseils pédagogiques, même des conseils d'administration aujourd'hui. Et les établissements se sont transformés. Au départ, l'école de Lyon est une régie directe de la ville de Lyon. Et aujourd'hui, c'est un établissement public de coopération culturelle. C'est une des conditions de reste pour que le MNMD puisse être validé. Je vous parle des post-diplômes, mais après peut-être. Je voudrais juste rebondir sur une chose qui me paraît importante. C'était quand même des époques... il y avait un peu plus d'argent. Hein, c'est important de le dire. Je pense qu'il faut le dire parce que... c'est-à-dire que quand les gens venaient nous voir, c'était pour un regard. C'est-à-dire, je me rappelle Marie-Claude Jeune ou des gens qui venaient de la DRAC. Ils venaient parce que... pour voir et discuter. On n'attendait pas de voir quelqu'un pour un peu demander de l'argent ou l'école. C'était quand même, on pouvait inviter. On pouvait inviter pour les workshops, on pouvait inviter beaucoup de personnes pour... alors, je me rappelais, tiens, je me suis dit, tiens, où est-ce que j'ai été pour des voyages d'études? J'ai quand même été en Russie, quoi. Et j'ai payé 300 francs. L'école prenait en charge, on est parti 2 semaines. Et là, maintenant, si on veut aller à Saint-Étienne... faut quand même... le bus, c'est cher. C'est le budget. Hein. Et là, si on prend le budget pour aller à Saint-Étienne, on n'aura pas le budget pour avoir un workshop. Donc, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte où, à un moment, Yves aussi, je pense que tu peux le dire, c'était assez facile. Non, je dis facile. Non, je parle de... Non, je dis facile. De dépenser l'argent, oui. Non, je veux dire, sans difficulté. C'était assez facile d'inviter des personnes pour les étudiants et pour qui rencontrent des gens. Tu l'as fait beaucoup. Oui, mais il y a plusieurs choses. D'une part, les écoles, durant ces périodes-là, il y avait un rapport entre les écoles présentes en région qui était assez important. Nous avions créé l'ADERA qui réunissait différentes écoles. Et je vois Marie-Claude, ces réseaux-là étaient fortement soutenus par l'État et par la région. Il y avait un contrat de plan État-région qui permettait de bénéficier de financements qui ont permis des déplacements dans toutes les documenta, biennales et autres lieux que nos étudiants devaient fréquenter. Et je pense que ces visites étaient essentielles pour eux. Mais c'est vrai que nous étions outillés financièrement pour le faire. Et que l'époque a changé. Il y a une chose qui a beaucoup changé, ça a été un peu dit par Christian Bernard, et je le rejoins tout à fait, c'est que le monde politique et nos interlocuteurs ne sont plus du tout les mêmes. C'est vrai, et je ne sais pas si c'est pas très c'est vrai aussi pour nos interlocuteurs au sein de l'État. Aujourd'hui, vous voyez, moi j'ai beaucoup rencontré de DRAC quand je dirigeais le CNAP. Les Béguin ou les Bengio ou les DRAC qu'on a pu connaître, qui étaient soit des historiens ou des gens intéressés par l'art, le sont pour nous aujourd'hui. Ce sont pour certains d'entre eux de petits préfets, il y en a qui ne sont pas que des petits préfets, mais nos interlocuteurs ont beaucoup changé. Quant au personnel politique, il est clair qu'il n'est pas ce qu'il a été. Et que ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'intérêt pour la chose de l'art. C'est vrai, mais se rajoute aussi à ça que les années 2000, on est encore sur la queue de comète des années 80 et la culture, on investit massivement dedans et il y a de l'argent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les priorités politiques sont clairement ailleurs et on n'est qu'au début de ce mouvement. Donc c'est aussi un mouvement général de priorités politiques qui a bougé. Mais pour revenir... Les centres d'art, les écoles d'art, vous étiez peut-être mieux lotis.
les centres d'art ont toujours été à la traîne de tous les budgets de la culture. Mais c'est vrai. Ce qui n'était pas le cas des écoles dans les années 2000. Non, c'était pas le cas des écoles qui étaient financées Par les villes. majoritairement par les villes, l'État intervenant finalement assez peu, mais il est vrai qu'au sein du ministère de la Culture, les arts visuels ont toujours été le parent pauvre, notamment au regard du spectacle vivant, de façon incomparable. Ça, c'est indiscutable. Il nous reste quelques minutes avant qu'on ouvre aux questions à la salle. Est-ce qu'il y a d'autres points? Tu voulais dire un mot du post-diplôme? Oui, le parce que post-diplôme. Lorsque je suis nommé, je ne souhaite pas habiter, je ne peux pas occuper l'appartement de fonction qui est, pour ceux qui ont connu l'ancienne école, qui était à gauche sur la terrasse, plutôt bien positionné. Et j'avais le désir de créer un post-diplôme. Pourquoi? Parce que je pensais qu'il était opportun d'inviter de jeunes artistes à poursuivre, pas poursuivre du reste, parce que peu étaient issus de l'école des Beaux-Arts de Lyon, à vivre dans l'enceinte de l'école, que ceux-ci rencontrent les étudiants qui étaient, eux, dans le cycle de la première à cinquième année, et puissent vivre une année particulière. Donc j'ai créé ce post-diplôme art qui continue, qui a vécu plusieurs développements, dont sont issus de nombreux artistes remarquables et présents sur les scènes nationales et internationales. Nathalie, tu as fait une très belle expo avec, comment s'appelle-t-elle, une de tes dernières expositions qui était... Non, une artiste que j'apprécie beaucoup, mais vous voyez, il y a les vieux directeurs, ça arrive et ça... Voilà, enfin qu'importe. En tous les cas, c'était un outil essentiel également pour l'école. Il y a juste une chose que je voulais rappeler, c'est quand on était rue Néret, il y avait quand même le prix de Paris où on avait une maison pour un an pour la personne qui pouvait avoir le prix. Et puis on avait une annexe à Croix-Paquet avec un appartement, Yves, qui était à Croix-Paquet, où on avait aussi la possibilité avoir des ateliers. On a perdu aussi tout ça. Je me demande pourquoi on a perdu la rue Néret, qui est restée on aurait pu la garder en plus. Non. Non, personne de la ville dans la salle. Non, le deal était, même si ça ne s'est pas mis en œuvre, pour amortir le coût des travaux de ce bâtiment, à la fois des subventions de l'État, de la région et de la ville. Et par ailleurs, la Colombe souhaitait vendre la Vulnérée pour des raisons politiques locales, premier arrondissement, mairie centrale. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais ça aurait pu être en tout cas un lieu pour des ateliers d'artistes grandement manquants à Lyon, et qui peut-être manque toujours. Peut-être pour... Ah oui, ça, on confirme, ça manque toujours, les ateliers d'artistes. Pour permettre, justement, c'est l'un des grands enjeux aujourd'hui, mais ça l'est depuis longtemps, de permettre aux artistes conformes de s'installer sur le territoire. Donc de leur donner du travail et de leur donner accès à des espaces de travail. Peut-être un mot de synthèse pour ouvrir la discussion. Ce qu'on entend dans vos trois récits de cette période-là, c'est que la bascule, c'est de positionner l'école pas seulement comme une école, mais comme un lieu d'art, au même titre que les autres lieux d'art, pour eux, avec les autres lieux, pour eux, avec les différentes pratiques, et le fait que dès la formation, l'étudiant, il est déjà, alors je ne sais pas s'il est déjà un artiste, mais en tout cas, il est déjà positionné dans un écosystème, et acteur, actrice de cet écosystème. Peut-être c'est une chose que tu m'avais dit, Aurélie, quand on échangeait en préparation. Je suis entré aux Beaux-Arts et je n'ai jamais quitté l'écosystème. Et c'est peut-être ça la transformation de l'école aussi depuis les années 2000. C'est qu'il y a un moment, enfin, ça s'est transformé en une école où, quand on rentrait dedans, on rentrait aussi dans cet écosystème. Et pas seulement dans l'école, dans cet écosystème de l'art. Ça vous va comme ça? Si c'est vrai, c'est parfait. On essaye. On va déborder peut-être de 5 minutes, puisqu'on a commencé un peu en retard. On peut prendre quelques questions, s'il y en a dans la salle. On peut avoir aussi des questions entre nous, à la table. Ils sont en haut, je pense. On peut passer les 2-3 images en attendant. Ah oui, sans difficulté, oui. Donc ça, cet ouvrage, je pense qu'il est disponible, il est consultable à la bibliothèque.
Ça relate vraiment l'ensemble de l'histoire de l'établissement depuis sa création. Et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'école, il est très, très précis et documenté. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est autre chose. C'est quelques images de ce qu'a été le hall pendant ces quelques années. Dans ce même ouvrage, quelques images sur la somme de conférences qui avait lieu tous les mercredis, et j'ai envie de dire conférences obligées pour l'ensemble des étudiants, parce que tous les cours étaient suspendus, et quand bien même ils étaient trop nombreux pour entrer dans l'amphi, ils se devaient être présents dans l'amphi, c'est un peu contradictoire, mais ils étaient présents tous les mercredis dans l'amphi, et c'était essentiel pour eux. Et là, vous voyez, par exemple, une première expérimentation de Vaillant, qui n'était jamais intervenue à Lyon à l'époque, une performance de Scully Acosta, artiste américain. Une performance de Scully Acosta, artiste américain. Désolé. Et enfin, une intervention de Stéphane Dafland dans le même hall. On voit du reste à gauche ce qui s'appelait, je ne sais plus, ce qui s'appelait, ça avait un nom, comment ça s'appelait quand on rentrait dans l'école C'était une forme de conciergerie en fait, puisqu'on traversait ce hall, et là était positionné un gardien qui laissait entrer ou non les étudiants. Oui, bonjour, vous m'entendez au micro? Alain Sneyers, probablement le dernier directeur artiste d'une école de beaux-arts. Quelques remarques très rapides. Je me réjouis qu'on pose la question toujours de l'enseignement et de la place de l'art dans notre société. D'ailleurs, juste pour information, parce que tu l'as un peu pointé, il y a un groupe informel d'anciens directeurs en ce moment qui travaille sur l'histoire des écoles à partir d'un texte que j'ai écrit il y a quelques années, décrivant ce que tu viens d'évoquer, la réforme Alexandre Bonnier de 73-74, qui a été fondamentale et que beaucoup d'enseignants ont complètement oublié. L'école, faut le rappeler que c'est quand même deux écoles, l'une dans l'autre, une avec un axe vertical qui est la pédagogie, enseignée par les pairs et les professeurs et tout ça. Et l'axe horizontal, comme je l'avais souvent défini, c'est ce qui se passe au niveau humain et personnel. Et c'est ce qui était un peu ressorti ce matin à travers ces lieux alternatifs, lieux parallèles. Et les étudiants, quelquefois, ont le sentiment de rien apprendre des professeurs, mais d'apprendre beaucoup du milieu et de l'écosystème. Je me méfie un petit peu du mot écosystème, mais bon, adoptons-le, ça sera très bien comme ça. Je précise aussi que l'école ne forme pas uniquement des artistes, c'est aussi ce lieu privilégié qu'il faut défendre pour former une culture de l'image, une culture de l'interrogation, une culture de la pensée au niveau de notre espace social. Et on parle beaucoup d'histoire depuis ce matin et je m'en réjouis. Et moi-même, au bout de 50 ans, j'ai cette vision et c'est tout à fait enrichissant. Et j'ai quand même un sentiment à la fois partagé de malaise. Je réalise qu'on a quand même mangé d'une certaine manière notre pain blanc pendant toutes ces années 80-90. On fait des voyages, on avait des possibilités qui n'étaient pas uniquement des possibilités économiques, qui étaient aussi, et tu l'as dit Yves de façon assez juste, des possibilités intellectuelles avec nos tutelles. Effectivement, nos appareils dirigeants, institutionnels ou politiques n'ont plus cette fibre. Vous avez rendu un hommage à Charles Hernu, que j'ai évidemment pas connu, mais des Charles Hernu, y en a-t-il encore aujourd'hui? Et ayant le souvenir de toutes ces images absolument extraordinaires, c'est ce militantisme, ce bénévolat, cet enthousiasme des années 80-90 qui sont présents à travers cette longue célébration, c'est formidable, c'est quelque chose de très beau. Les choses ont changé aujourd'hui. Et si aussi je dis qu'on a mangé notre pain blanc, c'est pas être négatif, mais l'avenir, vous l'avez un petit peu pointé, est extrêmement inquiétant. Et moi-même, je suis un élu de terrain dans le Nord-Isère, et ce à quoi je suis confronté m'inquiète énormément. Et je rebondis sur la remarque ce matin de Cyril Noirejean qui tire une juste sonnette d'alarme. Et je pense qu'aussi dans l'enseignement, dans la réflexion de nos établissements, il faut avoir conscience de ce qui se passe autour. Et cette médiation, elle est aussi à prendre en compte en relation avec nos tutelles, nos partenaires économiques et politiques. Là, je suis, hélas, un peu inquiet. Voilà, j'avais une question. Du coup, entre tout ce que j'ai entendu ce matin et après cette table ronde, j'ai l'impression que les écoles d'art sont la base de cet écosystème.
Et ça m'interroge sur quand Aurélie dit qu'elle est restée dans cet écosystème et voyant comment les acteurs qui étaient présents sur la deuxième partie de la matinée nous disent qu'ils vivent des temps d'expérimentation, de développement d'actions qui sont précaires, fragiles et qui ont des fois pas la possibilité d'évoluer au-delà d'une temporalité de 5 à 6 ans. Et qu'il y a une dynamique de réseau qui est très importante dans ces métiers-là. On parle de professionnalisation, de visibilité. Est-ce que vous avez des dynamiques pour permettre à toutes ces promotions qui succèdent année après année de se retrouver dans le cadre de l'école, de permettre aux anciens élèves de se retrouver, de faire du lien et de mutualiser un peu un capital social qui serait utile pour les structurations professionnelles? Alors moi, je vais répondre par rapport à mon expérience à la fois d'étudiante, mais aussi d'enseignante. La meilleure manière de fonctionner, c'est de créer une communauté et de pouvoir continuer en fait par les liens à échanger, se voir, etc., etc. Et donc par exemple, à l'école, quand j'étais étudiante, j'ai rencontré Elie During, Valérie Jouve, Tatiana Trouvé, et en fait, je suis en lien avec ces personnes-là depuis ces premières rencontres jusqu'à aujourd'hui, Benoît Piron, etc. Enfin là, je cite François, pardon. Ouais. Je cite des gens que vous connaissez, mais il y en a plein d'autres, et c'est la meilleure manière de pouvoir en fait créer aussi une force. Moi, je fais pareil avec à la fois mes collègues. J'ai été collègue de Géraldine, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'étais enseignante avec toi à la prépa. Et je fais pareil avec aujourd'hui mes étudiantesses, mes étudiants et étudiantes. Donc c'est par l'humain en fait. Enfin, je sais pas si je vous réponds correctement, mais en tout cas, et en se déplaçant, moi je vais voir les choses. Après, on peut se déplacer en essayant de dépenser le moins possible, etc. Mais en fait, il faut bouger. Moi, je bouge tout le temps. Enfin, et si je peux pas bouger, je me manifeste, je regarde sur Internet, j'obtiens par les réseaux sociaux des images. Je suis renseigné en fait. Je suis connecté. Ma question n'était pas de l'ordre de l'initiative individuelle, qui est louable. Et mais ça passe beaucoup par là. Hein. Et je parlais d'une dynamique structurelle de la part des écoles. Mais c'est enseigné par le milieu. Et... Moi, je veux bien. Il y a eu, non mais rapidement, tout à l'heure, j'ai cité le réseau des écoles régionales et qui s'étaient organisées au sein de cette association l'ADERA, à la fois pour soutenir les ex-étudiants, donc ça c'était délibéré puisque c'est les institutions regroupées au sein des structures, par une politique éditoriale, par la mise en œuvre d'ateliers, alors certes toujours insuffisante, mais il y avait le souci de dire, à travers des commissions de sélection, on désire soutenir et accompagner le travail de X et Y. C'est insuffisant, c'est probablement peut-être trop pris en charge par les écoles, mais c'était un premier geste d'importance puisque plusieurs ouvrages ont été édités et ont accompagné de très jeunes artistes issus de ces établissements. Et pour compléter, Nathalie n'a pas l'air d'accord. Je comprends. Ah, Je trouve qu'il faut insister lourdement sur l'exemple de Lyon. Pour le coup, on assume que ce soit Lyon ou Tramuros, sur cette école et sa manière de se vivre dans le contexte social et artistique, parce que non seulement il y a pour les étudiants sortis d'école le Grand Large qui a une histoire antérieure, c'est-à-dire des ateliers, des lieux de travail dont vous êtes parlé, des éditions, mais aussi les dispositifs ou les programmes jeunes création avec le MAC, avec l'IAC, etc. Donc, non, mais en fait, j'aime ce que dit Yves, mais j'essaye de lui donner un peu plus de caractère parce que j'estime que ça reste exceptionnel. Voilà. Yves est fatigué, mais simplement pour dire, ça n'était pas qu'institutionnel, ou c'était quelquefois très fragile. Aurélie a bénéficié d'un atelier dans un espace que nous avions dealé avec une entreprise, je ne sais plus laquelle, un bâtiment en rénovation, rue Lacassagne. Et c'était des outils essentiels. C'était pas très institutionnel puisqu'on dealait avec un promoteur qui laissait un bâtiment en suspens, le fait de pouvoir l'occuper et que des étudiants, ex-étudiants, puissent y résider gracieusement pendant quelques temps.
C'est cela dont il s'agit. Moi, je peux juste compléter. On va compléter tous les deux. Juste dire que puisque la question elle portait aussi sur que fait l'institution, que fait l'école, c'est un peu un classique. Bon, l'école peut pas tout faire à la place des artistes eux-mêmes, c'est ce que disait Aurélie, mais l'école elle fait pour le coup beaucoup pour l'après-école aussi. Il y a donc c'est tout ce qui a été nommé, mais de dire aussi que pour le coup c'est l'une des injonctions des tutelles qui nous est faite depuis quelques années, et celle-là elle est salutaire, de penser à la question de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle, et donc de mettre en place des dispositifs d'exposition à tel endroit, de résidence à tel endroit, essayer aussi de créer des opportunités d'enseignement pour les étudiantes qui sortent de l'école. Enfin c'est en tout cas les insérer au mieux possible dans cet écosystème-là. Et pour le coup, alors on peut effectivement toujours faire plus et faire mieux, mais il y a une attention aujourd'hui très importante à ce sujet-là. Il y a eu une époque où on disait on forme des artistes point et on se pose pas la question du reste. Et aujourd'hui, on ne dit plus ça. Et les écoles, elles outillent des étudiants et des étudiantes à inventer leur propre place dans le système culturel, dans le champ de la culture, pas forcément à devenir artiste ou designer, tout le monde ne le deviendra pas, mais en tout cas à se créer ses propres outils pour pouvoir trouver sa place et son activité professionnelle. Et je crois que elle forme à la débrouillardise les écoles. C'est une de Et leurs je pense grandes aussi qualités. qu'il faut voir qu'avant on était peut-être un peu plus docile en tant qu'étudiant. Maintenant, on a des étudiantes et étudiants, acteurs et actrices, et qui ont des revendications et qui n'ont pas forcément envie de ce qu'on leur propose ou de ce que propose une institution. Il y a beaucoup de choses qui bougent aussi. Il faut entendre tout ça. Et je pense qu'avant, on écoutait moins ce que les étudiantes et étudiants avaient à dire. Et moi, c'est la force, en tout cas, ce que je continue à enseigner, parce que j'apprends tous les jours d'eux et d'elles, et qui me font bouger, et de ne pas rester aussi sur une posture d'enseignement comme si on savait tout. Moi, je sais que ça a beaucoup changé ma manière de voir aussi par eux et par elles. En parlant de revendications, ça tombe bien. Nous, on est plusieurs étudiants et étudiantes des Beaux-Arts de Lyon à être venus ici parce que la question, c'est question de l'enseignement de l'art contemporain à Lyon. Donc, on pensait que c'était primordial qu'on soit là. Et on a vu parmi toutes vos présentations, que ce soit dans la question de l'histoire de l'art, la question de la recherche, des témoignages d'anciens étudiants et étudiantes, aujourd'hui artistes, anciens directeurs, l'importance en fait de la place étudiante de ces écoles, parce que c'est ce qui fait école, que ce soit dans le maintien du patrimoine/matrimoine, dans l'importance de l'apprentissage et de la diffusion de l'histoire de l'art, dans la question de la professionnalisation, dans le rôle des étudiants et étudiantes dans leur ville de manière locale, ancrée. On voit du coup cette importance des étudiants et étudiantes. Cependant, nous, aujourd'hui, ce qu'on vient revendiquer, c'est la difficulté, déjà premièrement, de rentrer dans ces écoles. Parce que quand on entend les discours nous parler d'effervescence, d'élan, c'est des choses qui sont très belles, de partir de lieux et de contextes culturels où on n'a pas ce bagage culturel-là, et de rentrer quand même dans ces écoles, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous motive et nous touche évidemment. Sauf que pour rentrer dans ces écoles aujourd'hui, il faut un bagage et un capital culturel, économique monstrueux. On ne peut pas se laisser simplement porter par l'envie, par juste la curiosité. C'est plus des réalités. Et deuxième point, Géraldine, vous avez parlé de la nécessité du temps long. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous enlève. On nous enlève la possibilité de rester en master pour justement en fait avoir ces nécessités de temps long. On a des critères de sélection d'entrée en master qui sont de plus en plus restreints. On a des questions de quotas qui viennent entrer là-dedans. On est consciente qu'il y a des vrais enjeux économiques. Cependant, je pense que c'est aussi aux institutions de trouver des alternatives à ces manquements économiques-là, notamment déjà en assurant la préservation de la poursuite de nos études dans les écoles. Merci. Mais on va
apporter 2 éléments et on doit enchaîner pour les autres tables rondes. Mais juste dire merci de pointer ça parce que une chose qu'on n'a peut-être pas dit suffisamment clairement depuis le début, c'est que la situation économique globale et la situation de précarité aussi des étudiants et étudiantes, elle n'était pas la même aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Il y a toujours eu des personnes en situation précaire, hein, et je pense que là, on a autour de la table des gens qui peuvent témoigner que à l'époque, comme aujourd'hui, on peut venir d'un milieu qui n'est pas un milieu culturel et rentrer dans ces écoles quand même. Là, en revanche, la réalité, c'est la massification de la question de la précarité étudiante aujourd'hui, et on le voit tous les jours, au-delà des écoles des beaux-arts. Et je voudrais juste ajouter un point. Nos écoles sont des écoles publiques. Et les écoles privées sont là en train de nous attendre. Et là, la sélection sociale et économique, elle est beaucoup plus redoutable qu'ici. Et il faut défendre ce service public de l'art.